Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Mes chères auditrices et auditeurs, si vous aimez ce que vous entendez, si vous voulez vraiment donner un full support à Genre de Filles, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, mais surtout, abonnez-vous, par exemple, sur Spotify et Podcast Addict. Le fait de vous abonner est hyper important, tout autant que les commentaires que vous laissez. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Filles, je reçois Caroline Mignot. J'ai découvert Caroline sur LinkedIn et c'est surtout grâce à elle que j'ai découvert la puissance de ce réseau professionnel, même si j'avoue que je n'ai pas encore compris toutes les subtilités. Alors Caroline, elle est passionnée par tout ce qui touche au growth marketing, vous comprendrez plus tard ce que ça veut dire, au digital, à LinkedIn, au marketing en général et aussi au podcast, qui nous fait quand même un sacré point commun. Alors, si j'ai eu envie de l'interroger aujourd'hui pour Genre de Fille, c'est parce qu'elle réussit à démocratiser un outil que je trouve franchement chiant à la base et qu'elle fait un podcast sur le marketing que je trouve hyper bien foutu. Le podcast en question, c'est Marketing Square et on en reparlera aussi après. Et aussi, grâce à ses posts, ses prises de parole, on peut que s'intéresser à ce qui l'intéresse elle, car elle sait hyper bien en parler. Je lui laisse la parole. Bonjour Caroline, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Salut Anor, je suis trop contente d'être ici. Merci pour ton invitation. Oui, c'est excellent de t'entendre, d'entendre ta voix. Ce que j'expliquais en introduction, mais que toi, tu n'as pas forcément encore entendu, c'est que j'écoute aussi ton podcast Marketing Square. Et donc, de t'entendre de l'autre côté, je trouve ça excellent. Je trouve que c'est vraiment la magie du monde du podcast. Tu as répondu super vite à mon invitation. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir. Ce que j'expliquais aussi, c'est que je t'ai découverte aussi par le biais de LinkedIn. Et on va dire que, en tout cas pour moi, qui ne suis pas une pro de LinkedIn, j'ai vraiment trouvé que tu étais devenue une des voix fortes. En tout cas, moi, je te vois, je te suis sur LinkedIn. Tes posts déclenchent beaucoup d'engagement, comme on dit. Alors déjà, j'aimerais que tu nous expliques qui es-tu, Caroline? Et après, on reviendra sur ce côté LinkedIn, gross marketing et tous ces sujets dont j'aimerais qu'on parle ensemble. Merci déjà Anor pour tous les gentils mots que tu as utilisés. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo, sinon tout le monde verrait que je suis toute chamboulée. Merci, c'est hyper gentil. Le podcast, ça me tient très à cœur. Moi, ça a été une très belle aventure et je souhaite à tout le monde de la vivre. Donc, je réponds toujours positivement aux demandes des podcasteurs. Et en plus, il faut quand même mentionner que tu es une podcasteuse et qu'on est une minorité. C'est Alors, on a vrai. intérêt à se serrer les coudes et à s'entraider. Donc, hyper contente de participer à ton podcast. Pour raconter brièvement qui je suis partie à la fin de mes études aux États-Unis en stage de 6 mois à New York et j'y suis restée 8 ans et demi. Je suis tombée amoureuse de cette ville, de l'énergie de cette ville, de la grande diversité, pluralité d'idées, de profils, d'énergie qui habitent, qui cohabitent même. Et en fait, je suis rentrée en France parce que j'ai eu un petit accident de parcours. Je Ouais. suis rentrée en France 6 mois avant le Covid, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me relever et de repartir aux US. Et écoute, malgré ça, bah, j'ai fait mon petit chemin, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'avais fait du gross marketing, j'avais fait du partenariat et je me suis dit, en fait, en France, on a une vision encore très étriquée, très old school du marketing. On dit Ouais, marketing. il faut que tu nous expliques, je suis désolée, je te coupe la parole, excuse-moi, mais il faut que tu nous expliques. Moi, je ne savais pas ce que c'était que le gross marketing jusqu'à ce que je te lise. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est le gross marketing. C'est vrai que c'est un terme qui fait peur, qui est soit galvaudé, soit terrifiant parce qu'en fait, bah, ceux qui en parlent, soit on parle avec des termes très techniques et du coup on comprend rien, donc c'est merci pour ton Mhm. intervention, bonsoir. Soit en fait c'est un peu des mecs, des escrocs qui disent, voilà la stratégie pour avoir 1500% de taux de conversion sur ton email et en fait, c'est pas crédible non plus. Donc dans le premier cas, ça fait peur, dans le deuxième cas, c'est carrément effrayant et en fait le gros marketing, ça veut dire une seule chose, c'est une façon, en fait, très transversale, de travailler ton marketing pour créer un maximum de croissance. Et du coup, maintenant, vous vous dites, OK, elle dit ça, elle a rien dit. C'est tout simple. Avant, le marketing, c'était stratégie produit, stratégie relation presse, vous aviez stratégie social media. Et Mhm. en fait, le gros marketeur, c'est un espèce d'ingénieur. C'est un peu l'ingé son et il va plugger tout le monde ensemble. En gros, il va dire, aujourd'hui, on a un problème, on n'a pas assez d'inscriptions. Il va aller voir le mec du produit pour discuter. OK, Jonathan n'a pas assez d'inscriptions, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Et en fait, il est ultra transversal sur toutes les fonctions du marketing pour faire en sorte que tout le monde, tous les éléments du système, ensemble, créent un flux d'énergie. Et ce flux d'énergie, c'est la croissance. Quand on bosse dans une boîte, on sait qu'il y a des goulots d'étranglement sur cette croissance. Et aujourd'hui, en fait, chacun à son niveau, on est dans des silos. Donc, on ne peut pas vraiment s'aider parce que les gens ne se parlent pas. Le gros marketeur, c'est un profil un peu T-shape en forme de T. C'est-à-dire que, tu vois, il va couvrir un petit peu toutes les thématiques pour pouvoir parler à tout le monde et il va être très spécialisé sur une seule. D'accord. Il me semble bien que tu as fait le CELSA, qui est une super école de communication. Et moi, j'étais assez surprise de voir justement que tu avais pris ce profil très marketing, alors que tu as fait une école de com. Comment tu es tombée là-dedans? Alors, c'est trop marrant. J'adore, tu sais qu'on m'a jamais posé cette question, Ah bon? mais si on avait bu un verre toutes les 2, c'est un des premiers trucs que je t'aurais dit sur mon métier. Ce qui me passionne dans le marketing, c'est pas les clics, c'est pas, les résultats, c'est les gens, comprendre comment pensent les gens. Et en fait, on a tendance à dire justement que quand tu fais des sciences sociales, tu vas plus aller dans la com, mais en fait, quand tu fais des sciences sociales, c'est l'étude des comportements des gens et le marketing digital, c'est le terrain d'observation le plus riche, le plus dense, le plus instantané que tu aies jamais vu. Et justement, en fait, mon côté people person, comme disent les Américains, j'adore les gens, j'adore les observer. C'est people watching aussi, Mmh. c'est regarder les gens dans la rue. Et à plus grande échelle, c'est regarder comment les gens, en fait, ils agissent sur ton site internet, comment les gens, ils réagissent face à telle ou telle sémantique dans ton social media. En fait, tout ça, c'est des codes sociaux, c'est des façons de communiquer et en fait, la seule différence pour moi entre com et marketing, c'est que le marketing, en fait, il y a un objectif derrière, un objectif qui est précis, tangible, c'est traquable. Tandis qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle communication, j'ai l'impression, n'hésitez pas à m'engueuler ou à venir me challenger si vous ne pensez pas la même chose, hein. C'est vraiment personnel ce que je vous partage. J'ai l'impression que ce qu'on appelle communication en général, c'est plutôt un fourre-tout de toutes ces actions qu'on ne sait pas traquer, des actions de noto, de visibilité. Mais moi, la visibilité, je la traque. La notoriété, je la traque. Aujourd'hui, on a des outils pour ça. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule plein d'amour, Anne-Laure, parce que Ouais. toutes mes amies font de la com. Et j'ai rien contre la com, mais la définition qu'on en donne aujourd'hui fait que com et marketing n'ont pas l'air de bien cohabiter, alors que tu vois, pour moi, c'est la même chose. C'est le marketing. Et dedans, il y a de la com. D'accord. Et donc, tu es revenue de New York. Donc, gros coup de cœur pour New York. En plus, si j'ai bien compris, tu crois que tu vas bientôt repartir à New York, non? J'espère. Ah Prophétie ouais, autoréalisatrice, faut en parler, ça va arriver, c'est la loi de l'attraction. d'accord. J'essaye de repartir. Et donc là, c'est à ton retour de New York, c'est à ce moment-là que tu as monté ta boîte qui s'appelle Richmaker, c'est ça? En fait, je suis d'abord arrivée en tant que directrice communication. Ah! Heu, La fameuse communication. Vous allez comprendre d'où viennent toutes mes blessures, je suis démasquée. Effectivement, après 9 ans de grosse marketing, j'ai fait un recrutement 100 à l'affect. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En fait, c'était pas un poste qui me faisait rêver, mais quand Ouais. j'ai rencontré ma manager, elle m'a, déjà, j'étais un peu détruite parce que, comme je vous dis, je suis rentrée les pieds devant des US. En fait, on m'a offert un poste de malade et du coup, j'ai quitté, ma boîte pour ce poste et en fait, pendant les démarches de visa, ils ont changé d'avis. Et c'était pas la personne qui m'a engagée, donc il y a pas de coupable. C'est les gens au-dessus, des investisseurs, ont décidé de pas ouvrir en fait la business unit. Et du coup, mon poste a été, mes potes adorent dire que je suis la seule personne qu'ils connaissent qui s'est fait virer avant d'avoir commencé, mais c'est exactement ça. Non, C'est-à-dire que j'ai ça même pas arrive, fait. hein. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Ah ouais, donc du Ouais. coup voilà, donc poste annulé pendant mes démarches de visa, donc un truc le moment où tu le sens pas venir, tu as signé tous les papiers, tu te dis: «Tu es intouchable». Mmh. Pas du tout, donc je suis rentrée en France les pieds devant et pour être sincère, avec toi, j'ai fait une espèce de dépression, ça a été Ouais. terrible, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma vie d'un coup, 8 ans de ma vie, je me retrouve sur le carreau en France, j'ai plus de travail, j'ai 28 ans, je suis chez mes parents, je sais pas quoi faire de ma vie, enfin tu vois? À ce moment-là, je suis quand même, je me suis pris un bon coup de bambou comme on dit Ouais. et du coup, je prends un peu, ce poste parce que cette personne, ce manager bienveillant me donne confiance en moi et à ce moment-là, en fait, ma priorité, c'est de pas me sentir comme une merde et de me dire: «En fait, Caro, tu vas pouvoir, remonter la pente, tu pas raté ta vie, quoi». Mais on pense très vite comme ça, hein, dès qu'on se prend, un coup de bambou et du coup, je suis arrivée directrice communication dans le transport routier alors Ouais. que, j'avais lancé une boîte de bijoux avant. Donc autant te dire qu'en termes, d'industrie matching, on n'y était pas du tout Ouais. mais superbe expérience. Ma seule frustration, c'est que, justement, je suis directrice com et du coup, c'est un peu sois belle et tais-toi. Alors je ne sers pas du tout les cafés, hein, je suis dans Mmh. une super équipe, que je critiquerai jamais, mais c'est un peu la façon dont j'ai l'impression que la France segmente les métiers. C'est que du coup, j'étais pas censée parler à l'équipe produit,
Donc, Ouais. en fait, on vendait une solution d'intelligence artificielle et j'étais pas censée travailler, en fait, la communication sur le produit. Ça, c'était fait par les autres. Et du coup, en fait, chacun était dans sa niche. Pareil, je parlais pas aux gens du marketing. On faisait un point une fois par semaine, mais c'était un peu reste à ta place. Et moi, mon job, c'était d'organiser des salons, mais je pouvais pas non plus trop parler aux fonctions commerciales. Alors, tu vois, en fait, tout ce que je Ouais. faisais était inefficace. C'était tout ce qu'on m'avait appris à pas faire pendant 10 ans de ma vie. Du coup, à ce moment-là, je fais un partenariat. Et ça, Anne-Laure, ça a été le hack qui a fait qu'en fait, j'ai réussi à parler à tout le monde. J'ai mis en place un partenariat. Ça a eu un impact sur les chiffres. Donc, Ouais. j'ai été en relation avec le Attends, tu veux marketing. dire un partenariat, c'est-à-dire avec une autre boîte? Ouais, OK. exactement. En fait, on était dans le transport routier et on Ouais. sort avec une boîte de conseils, Mmh. un baromètre du transport routier. Donc, en Ouais. gros, on apporte de la visibilité à tous nos nouveaux prospects. En plus, on va ambiancer un peu nos clients existants en montrant qu'on fait des choses en apportant de la valeur ajoutée. Et en plus, en termes d'autorité de marque, on se met avec un acteur clé du marché pour rayonner encore davantage. Donc, tu vois, ça, c'est une stratégie gagnant-gagnant avec du contenu à la clé, un contenu evergreen qui va rester du coup pendant longtemps. Donc, je vais vous passer mon verbiage de marketeuse parce que je suis passionnée par ce sujet, je pourrais en parler des heures. Mais du coup, ce truc-là fait que je me retrouve enfin à avoir une petite bouffée d'oxygène, à parler avec tous les services. Et en fait, je me dis, mais en France, on ne fait pas de partenariat. Non, c'est vrai en plus. Non. Ça se fait pas. En fait, on fait des études concurrentielles, on va observer ses concurrents. Et pas un seul moment, on se dit, et si j'observais mon écosystème? Quand mon client, il n'est pas avec moi, avec qui est-ce qu'il est? Et Ouais. en fait, tout le monde est obsédé par la prospection commerciale, aller chercher des clients, alors que personne ne pense à la prospection partenariale. Aller chercher un partenaire qui va te rapporter des centaines de clients et en plus pendant toute l'année. C'est-à-dire que tu mets un petit coup au début, ça va être plus long que de closer un client, mais après, tu automatises ta croissance. Et ça, aux US, en fait, ça coule de source, tu vois, quand on en parle toutes les deux. Mmh. Mais ça, aux US, en fait, c'est outillé, c'est documenté. C'est le troisième levier de croissance après le marketing et la vente. En France, un département partenariat, je sais pas si tu en connais, il y en a pas Non. beaucoup, quoi. Et c'est ça qui t'a donné envie de lancer Richmaker alors? En fait, je me suis dit, «If you can make it in transport routier, you can make it everywhere». Ouais. J'adore. J'adore ne pas traduire juste le transport routier. Ouais. Non, mais pour le coup, c'est vraiment, en fait, je me dis là, si j'ai réussi à faire un peu bouger les choses à mon échelle, en toute humilité, hein, c'est pas l'OP de l'année. Mais Mmh. ce que je veux dire, c'est que je me suis dit: «Si ça marche dans une industrie qui est aussi difficile à transformer», et puis j'en parlais, je voyais en fait toutes mes amies, elles sont en market com et je voyais bien qu'à chaque fois, je leur donnais des idées de partenariat. Elles me disaient: «Oh, ça a trop bien marché, merci». Et en fait, je me rendais compte que ce savoir-faire-là, je voulais le passer à l'échelle et je voulais pas monter une agence parce que moi, j'ai toujours été un peu anti-agence. Alors, quand je dis anti-agence, c'est juste, moi, je suis passionnée par la tech, je suis un peu moins passionnée par les métiers de service et je trouve qu'aujourd'hui, les agences, elles ont du mal à créer de la confiance. Les gens préfèrent les SaaS, préfèrent le libre service. C'est affreux, tu vois, mais c'est aussi en termes de marché, Mmh. je trouvais qu'il fallait que je lance un logiciel. Je savais pas faire, donc je suis allée chercher un CTO. Ouais. Et donc c'est comme ça que c'est C'est exactement comme ça que s'est concrétisé mon rêve. Du coup, au bout de 3 mois, chez Apply, donc dans ma boîte dans le transport routier, au bout de 3 mois sort ce partenariat. Je me dis: «En fait, je m'éclate, il faut que j'essaye de designer un produit. Il faut que j'en fasse un produit de ce truc-là, de ce savoir-faire que j'ai accumulé». En fait, à ce moment-là, je commence à parler sur LinkedIn de partenariat et ça attire vachement l'attention parce que tout le monde documente la même chose. Tout le monde dit: «Tu veux closer des clients? Les secrets pour closer des clients». Et en fait, à ce moment-là, j'ai un point de vue ultra frais parce que je viens de l'étranger. J'ai une soif de malade parce que j'ai des choses à prouver, parce que j'ai mon orgueil, mon ego qui a été amené à néant et réduit à néant. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je vais plus vite, plus fort que les autres. J'ai des choses à prouver. J'ai une soif de malade de remonter la pente, de faire mes preuves. Et du coup, ça marche, ça commence à marcher sur LinkedIn. Je dessine mon produit au fur et à mesure que mes posts marchent. Je prends les retours, je rencontre des gens parce que aussi, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. C'est que plus tu gagnes un petit peu en crédibilité, plus il y a des gens qui te suivent, plus on voit qu'il y a de l'engagement sous tes posts, plus tout d'un coup, des gens de dingue qui t'auraient pas donné l'heure 2 semaines avant, tout d'un coup, ils veulent te rencontrer. ouais. Ils se disent: «Ah, finalement, elle a un truc». C'est du social credit, tu vois. Mmh. Et ça, faut pas le négliger. Quand on parle de personal branding, c'est pas que des chiffres. Mais justement ça, j'aimerais qu'on en parle. Alors moi, j'ai découvert ça récemment. LinkedIn, j'y étais pas pendant assez longtemps. Après, j'avais un profil, j'étais, pas trop active.
j'ai recommencé à être active depuis que j'ai le podcast, depuis qu'il s'est passé des trucs dans ma vie pro. Et effectivement, je vois pas mal de personnes, dont toi, des profils qui, avec des posts qui suscitent énormément d'engagement. Donc, ça veut dire que les gens communiquent avec toi. C'est exactement ce que tu viens de raconter. Toi, quand tu as commencé ton LinkedIn, enfin, quand tu as commencé Richmaker et tu as commencé LinkedIn aussi, tu partais de zéro ou tu connaissais déjà un peu les rouages du système? Comment ça s'est passé? Je vais te répondre, mais après, j'ai trop envie de savoir c'est quoi ces trucs pro qui se sont passés pour toi. Ah, Ça, justement, ça a été quoi le déclic? En fait, c'est pire que partir de zéro, Anne-Laure. C'est que je partais avec un réseau pas qualifié. ok. Je vous explique ce que ça veut dire un réseau pas qualifié. Ouais. C'est un peu comme si vous essayiez de vendre un sabot magnifique à quelqu'un qui n'a pas de pied. Ouais. Et en fait, du coup, vous vous dites: «Ah, mais mon sabot, il est tout merdique». En fait, il est super, votre sabot. C'est juste que vous n'êtes pas en face de la bonne personne. Donc, il ne faut pas trop se remettre en question. Aujourd'hui, un réseau qui n'est pas qualifié, ça veut dire que quel que soit le message que Ouais. vous allez tomber en face de la mauvaise personne. Et moi, pourquoi c'était la mauvaise personne? Je veux lancer ma boîte en France. Et dans mon réseau, qu'est-ce que j'ai? 8 ans de ma vie aux US, que des Ouais. anglophones, que des gens qui habitent à New York. Et du coup, à ce moment-là, alors, quand je dis que je pars de moins que zéro, c'est que je dois en plus écrémer tout mon réseau. Et ça, l'algo le pénalise. Parce D'accord. que du coup, vu que tu as un réseau anglophone, tu postes en français, l'algo, il voit que les gens réagissent pas, parce que les gens, ça les saoule. Et du coup, il te montre encore moins que si tu venais de démarrer à partir de zéro. Donc ça, voilà, c'est un truc, bon, on parle, c'est peut-être pas intéressant pour tous ceux qui nous écoutent, mais je vous le dis au cas où, c'est un truc un peu rigolo. On peut partir de moins que de zéro sur Ouais. Si, LinkedIn. si, c'est hyper intéressant. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que, un, j'ai requalifié mon réseau. Donc, j'ai fait un gros travail de tri de fourmi. Et en fait, ça, c'est la partie pas glamour. Mais tu vois, des LinkedIn, on parle, ça fait un peu célèbre de ah, on fait des super posts, des machins. Moi, je vous le dis, hein, c'est pas glamour la façon dont j'ai commencé sur LinkedIn. C'est les mains dedans, c'est des heures de boulot, de Ouais. comprendre comment réagissait l'algorithme, de comprendre ce que les gens attendaient, ce sur quoi les gens réagissaient, comment parlait mon persona, les gens que j'avais envie de séduire, quels mots ils utilisaient, quelles émotions, à quelles émotions ils étaient sensibles, quels étaient les résultats qu'ils voulaient obtenir. En fait, c'est un travail de fourmi. C'est pas du tout, vous savez, ce genre de personnalité. Ah, on est des bêtes de scène et en fait, notre parole est captivante et partout sur notre passage, les gens se retournent. C'est vraiment un travail pas glamour, de fourmi, de besogneux, de laborieux. Donc moi, alors, la façon dont j'ai commencé, c'est beaucoup d'audits. Aller regarder les posts qui fonctionnent, aller regarder les posts qui sont pas assez présents. C'est-à-dire, bah, LinkedIn, le contenu, il est trop sérieux. Les gens se la pètent. Les gens dans mon métier, dans le gros, s'ils avaient tendance à surcomplexifier. Pourquoi? Parce que ça permet de vendre des missions plus chères. Et en D'accord. fait, bah, moi, je suis arrivée avec une façon marketing de parler hyper accessible, de dire le marketing, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'école, il n'y a pas besoin d'acheter des formations de crédit CPF, c'est du bon sens. Faites-vous confiance, posez des questions, soyez curieux, documentez-vous. Il y a plein de contenus gratuits. J'ai commencé à partager du contenu. Et en fait, c'est plutôt une démarche d'éducation, tu vois. C'est pas de l'influence, c'est ce que je veux te dire. En tout cas, moi, j'ai pas un profil influenceuse. J'ai vraiment plus eu un profil de, un, laborieuse, essayer de craquer le truc en travaillant, travaillant, travaillant d'arrache-pied, et deux, partager le maximum, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, ça te prend encore beaucoup de temps, LinkedIn? Ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça, en fait, que si tu aimes pas vraiment ça, il Mmh. faut mieux pas le faire. Ouais. Parce que, en fait, créer des communautés, tu es obligé d'être sincère à un moment parce que c'est l'activité la moins rentable de la Terre sur le court terme. C'est vraiment un travail, et tu vois, nous, on est des podcasteuses. Moi, très récemment, toi aussi, je crois, Oui, remarque oui, moi, Anne-Laure. c'est moins d'un an. C'était en ouais, moins d'un an, en mai 2021, tu vois? Mais un an quand même, je suis admirative. Moi, ça fait 6 mois, tu vois? J'ai la moitié de ton âge. Ouais. Mais pour le coup, tu vois, on entend les podcasteuses, les podcasteuses un peu stars qui disent: «J'ai mis 3 ans à monétiser mon audience». En fait, toutes les communautés, c'est pas évident de les monétiser. Donc en fait, il faut que vous ayez beaucoup de patience et beaucoup de passion. Et il faut surtout un truc qui m'habite, que ce soit dans mon produit, ou dans mon rapport aux autres, ce qui est très américain, c'est le give forward. En fait, on dit souvent give back, donne en retour. Et ben, moi, j'aime bien dire donne en avance, commence par donner. Alors oui, dans un premier temps, bah, tu te mets à nu, il y a des gens qui vont en profiter, il y a des gens qui vont rien t'apporter en retour. Mais en fait, cette stratégie-là, sur le long terme, elle est surpuissante. Donc, il faut pas, faut le faire par passion. Et il Ouais. faut pas compter son temps. Ne pensez pas à rentabiliser parce que moi, en tout cas, de mon retour personnel,
c'est que si vous faites du LinkedIn pour avoir de la rentabilité immédiate, ben, en fait, c'est pas la façon la plus intéressante de faire du LinkedIn et vous allez galérer. Aujourd'hui, c'est pas tu sors de sous terre avec des recettes toutes faites et tu vas vendre 50 000 balles de formation. Il y en a qui le font. Tu vois combien de temps ça va durer? Ouais. Comment c'est quand tu pollues ton audience à vouloir monétiser trop vite? Bah, en fait, tu fidélises pas. Donc, voilà. Moi, en tout cas, sur la partie créer une communauté, ce que j'essaye de faire, ça prend beaucoup de temps et il faut pas la gâcher. Moi, j'ai des marques qui me proposent 1 500 balles par poste. Bah, en fait, je le fais jamais. Mmh. Il faut pas avoir l'appât du gain et il faut dire, en fait, commence par donner, donne sincèrement, partage le plus possible et après, par contre, tu es étonné de ce que tu reçois, comme amour, comme moi, j'ai pas d'équipe commerciale sur Richmaker. J'ai que des ambassadeurs, des gens, en fait, qui ont appliqué des choses qui ont marché et qui maintenant ont envie de me redonner et voilà, j'ai pas de commerciaux. J'ai que des gens qui m'envoient des recommandations, qui me donnent de l'amour, qui me partagent des feedbacks sur mon produit. Bah, voilà ce qui se passe, en fait, quand tu es gentil avec les autres. Ouais. Et comment tu as eu le déclic pour te dire: «Je vais faire un podcast de marketing», en fait? Le déclic, ça a été des grosses moqueries, Anne-Laure, parce que j'avais fait un podcast nul. Ah bon? En gros, c'est mon côté, test, justement mon côté un petit peu, tête brûlée où, bah, je sais pas trop, mais j'y vais, j'ai rien à perdre, pas d'ego. En fait, au bout d'un moment, je fais des lives sur LinkedIn, ça marche bien et puis je me dis: «Bah, pourquoi pas extraire la bande son de mon live et en faire un podcast?» Et en fait, j'ai juste extrait le fichier MP3 Ouais. de ma vidéo et je l'ai mis comme ça, sur Apple Podcasts en me disant, enfin, j'exagère, je me singe un peu, c'est pas vrai, mais je me suis dit que j'allais faire quand même, des écoutes et ramasser du trafic et je me suis dit: «C'est super de se positionner, en fait, sur un nouveau canal de distribution sans investir». Sauf Ouais. que, bah, ne le faites jamais. J'ai pas eu d'écoute parce que le principe des podcasts, bah, c'est comme sur LinkedIn, c'est que tu peux pas attendre que les gens, ils tapent tes mots-clés pour te découvrir, sachant que les mots-clés sur lesquels on est, nous, en plus, tu vois, c'est entrepreneuriat, marketing, business, tu vois? Mmh. On peut attendre 100 ans avant d'être, Ouais. découvert, donc voilà, donc en fait, j'attendais un peu, qu'on vienne me chercher et puis surtout mon titre, c'était les rendez-vous du co-marketing. Je documentais que des collabs. Autant te dire que qui aujourd'hui est fan de collabs? Je sais pas, moins de moins de 0,01 de la population a une obsession des collabs pour écouter en fait des histoires de collabs toutes les Ouais. 2 semaines et du coup voilà, j'avais un mauvais positionnement, j'avais pas de stratégie de diffusion, je m'étais pas investie pour faire quelque chose d'adapté au format. Là, je vous donne toutes les petites, astuces, si vous voulez faire un bon podcast, bah, voilà ce que c'est parler au plus grand nombre, avoir un message clair, bien travailler son identité, qu'elle soit graphique ou visuelle et surtout optimiser sa diffusion et donc on m'a dit que mon podcast était nul et à ce moment-là, j'ai dit: «Bah, vous avez raison, mon podcast, je ne sais pas ce que ça fait là, il faut que j'arrête» et là, c'est ma nature un peu obsessionnelle. Je me mets pendant une semaine et je fais que écouter des trucs de podcast, mais un truc à te rendre chèvre, hein. Je J'ai fait fais que pareil. c'est vrai? Ouais, ouais, j'ai écouté à un moment, avant de lancer mon podcast, c'était, j'écoutais même au début vachement de podcasts sur des podcasts, quoi. J'écoutais dans ma voiture, enfin c'était, je m'imprégnais du truc, en fait. Je sais ce Bah, que tu c'est. vois, ça a marché. Apple t'a déniché, donc ça fait une belle, success story. Bah, commence tu vois encore, c'est pareil que LinkedIn, c'est en fait commence petit, commence par écouter, voir ce que font les autres, comprendre comment ça fonctionne. Si tu arrives en disant: «Non mais là, moi c'est bon, j'ai le pas sur la machine, j'ai du talent», en fait, non. C'est à toi de t'adapter, au marché et aux outils du marché, aux règles capricieuses de l'algo. Ben, c'est pareil pour les podcasts et du coup, en fait, j'ai passé une semaine, vraiment à faire que ça, pour essayer de vraiment bien comprendre et puis après, bah, pendant un mois, j'ai préparé un mois d'épisodes et je me suis dit: «Je vais lâcher des drops à partir de septembre et je vais arriver avec un mini épisode». En fait, tu vois, le trou dans la raquette. J'ai regardé, j'ai vu, les podcasts, c'est que des formats longs. Les podcasts marketing, c'est beaucoup d'interviews avec des mecs qui sont, les copains, les machins, les trucs. En fait, je me suis dit: «Je vais arriver avec le podcast où c'est pas des mecs qui ont levé des fonds, c'est pas des CEO». Marketing Square, c'est du format micro, du microcast. Donc c'est, 30 minutes maximum. En général, c'est 10 à 20 minutes et l'idée, c'est pas d'auto-promo, on parle pas des boîtes, on parle que en fait, c'est que des gens généreux qui viennent de nulle part. Enfin, parfois, il y a des gens qui sont, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le seul critère pour être invité dans mon podcast, c'est vouloir partager quelque chose, Ouais, mais c'est vouloir vachement bien, mais offrir. ça se ressent, je trouve, là, moi, cette semaine, j'ai écouté je crois que c'est l'épisode, tu en as fait plusieurs avec Aline Bartoli de Beboost et c'est hyper appréciable parce qu'effectivement, on sent qu'elle est très généreuse et qu'elle donne des tips, je crois que c'était sur les jeux concours et ça aide énormément. Il y a vraiment une vraie notion de partage, qui est hyper appréciable.
Ça, c'est très J'ai- américain aussi. Tu Ouais. vois, Aline, j'arrête pas de lui dire, je lui dis, mais toi, tu es une américaine. C'est en fait les Américains, pour eux, une idée partagée, elle prend de la valeur. Et en France, moi, souvent, j'entends des gens qui me disent, non, mais je veux pas dire telle idée parce qu'on va me la voler, Ah on va me non, la faire. En ouais. fait, mais alors c'est vrai, mais bah, par contre, c'est vrai. Moi, je t'avoue que plein de fois, j'ai un défaut, c'est que je suis trop impulsive. Et du coup, j'ai plein de fois il fait la bourde de comment, en fait, tu sais, je pense à faire une idée pour moi. En fait, je la donne à quelqu'un d'autre, la personne la sort avant. Et moi, au Ouais. moment où je sors le truc, on me dit, ah, tu fais comme machin. Et voilà. Et tu peux Ouais. pas dire, c'était mon idée. Ça va, c'est pas grave, laisse couler. Mais du coup, il faut réussir à se mettre dans ce mindset. Bien sûr, on est tous les mêmes. Il y a personne qui est sain, qui est un saint, je veux dire. Il y a personne qui est 100% bonté. On a tous des mauvaises pensées de se dire, ah, on m'a piqué tel truc. Ah, ça, j'aurais dû. Mais en fait, il faut réussir. Même si c'est pas notre nature, il faut réussir à se dire, le karma fait que cette personne, même si là, comme ça, bah, elle a pris la lumière sur mon idée, je lui ai offert un truc qui est que à vie peut-être, ou en tout cas, maintenant, elle, elle a une partie de ma lumière et c'est un truc qu'elle va me rendre à un moment. Et si c'est pas elle qui vous le rend, ce sera quelqu'un d'autre. Mais il faut réussir à se forcer. Et c'est pour ça que je vous dis, je me fais pas passer pour un ange, hein. Moi aussi, sincèrement, parfois, je vois passer des trucs, ça me fait grincer les dents. On est tous comme ça. Là, et on est tous aussi capables de se dire, on fait le mindset reverse et en fait, on inverse les choses et on se dit, bah ok, je suis content. Mon idée, elle a plus de valeur. Et tu sais quoi? Peut-être que j'aurais pas eu le temps de le faire. Donc, en fait, je suis contente d'avoir donné parce que peut-être que cette personne, elle va en faire meilleur usage que moi et machin. Il faut réussir à penser comme ça. Et Aline, elle est très comme ça. Aline, elle dit tout ce qu'elle sait. Et les gens qui disent tout ce qu'ils savent, c'est trop, trop rare encore en France. On a trop Mais peur. ça se ressent de toute façon dans sa manière de parler, même dans ses stories et tout. Je la verrais dans la rue, j'aurais envie d'aller lui parler spontanément. Je sais qu'elle va pas m'envoyer chier. Enfin, tu vois, elle a un côté très. Mais bon, bref, attends, je vois que le temps tourne et il y avait aussi un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est que donc maintenant tes journées se partagent entre ta Richmaker, ta ton podcast. J'ai vu que tu faisais aussi, alors je ne sais pas si c'est un partenariat avec LinkedIn, mais tu fais des lives sur LinkedIn. Est-ce que c'est LinkedIn qui est venu te chercher et maintenant tu bosses avec eux? Comment ça se passe? Les LinkedIn Live que je fais, c'est juste, en fait, si tu veux, mon activité, moi, c'est d'être entrepreneur dans la tech. D'accord. Mon rêve, c'est de créer une suite d'outils pour bousculer le future of work. Je veux qu'on Ouais. crée des nouvelles façons de collaborer. Du coup, j'ai Richmaker, qui permet aux entreprises d'identifier des partenariats pour leur business, donc de mieux collaborer pour créer de la croissance. Il y a Refer, qui est une plateforme qui permet aux individus, aux indépendants de rentrer en relation, de faire des mises en relation fructueuses, donc développer leur réseau. Et en fait, moi, ça, c'est vraiment mon métier. À côté de ça, pour faire connaître mes outils, pour prendre un maximum de retours utilisateurs, pour comprendre mon marché et aussi parce que j'adore échanger, j'adore les gens, je fais beaucoup de LinkedIn, mais même beaucoup de social media. Je suis aussi très présente sur Clubhouse. Et en fait, aujourd'hui, je fais aussi des conférences sur LinkedIn parce que le fait d'y passer tout mon temps et d'être dans ces problématiques de marque personnelle, marque employeur, production de contenu, vente aussi, parce qu'on parle de ça, hein. Il faut bien évidemment, comment est-ce qu'on investit dans du matos dans notre podcast, dans machin, bah, c'est comment est-ce que tu fais pour monétiser tes communautés, ton audience, tes clients. Et donc ça, en fait, c'est mon panel d'activités. LinkedIn aujourd'hui, c'est un petit peu mon hobby. On est obligé de dire que c'est un secteur d'activité, mais c'est plutôt mon hobby. Chaque semaine, toutes les 2 semaines, pardon, comme j'ai beaucoup de questions sur ah, tu as fait ça, j'aimerais bien en savoir plus. Ben, en fait, je me suis dit, je vais donner 1 heure de mon temps et je vais documenter un truc qui n'est pas documenté. Et du coup, je fais tous les contenus que personne ne veut faire, du genre comment utiliser sa page entreprise, les hacks pour gagner des abonnés sur sa page entreprise, comment grossir sur LinkedIn sans publicité, Ouais. comment développer son réseau sur LinkedIn. Et c'est que du savoir-faire gratuit. Je fais ça 1 fois par semaine sur les questions récurrentes que me posent les gens parce que je te dis, je ne travaille pas pour LinkedIn, mais aujourd'hui, 90% des questions sur LinkedIn, on pense que je suis le service client. On Mais me oui. dit, Caro, ma page entreprise est bloquée. Caro, quel type de page entreprise je dois choisir? Caro, est-ce que si je poste plus de 2 fois par jour, l'algorithme va me bloquer? Et du coup, tu vois, c'est ingérable et je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je fais, c'est les questions récurrentes. Je les traite et j'en fais des lives réguliers. Mais je n'ai pas de partenariat avec LinkedIn. Mais je suis D'accord. formatrice pour LinkedIn. D'accord. Ça, c'est intéressant. Reefer, est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai pas trop compris en fait. Ça met en relation les indépendants entre eux? Ouais. En gros, Refer naît du principe que aujourd'hui sur LinkedIn, pour avoir de la portée, pour avoir du reach, comme on dit,
tout le monde est obsédé par le copywriting. On se dit aujourd'hui, et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le réseau, tu sais, on se dit aujourd'hui, il faut être en fait un showman, savoir super bien écrire. Mais en fait, la base numéro un pour avoir de la visibilité sur LinkedIn, c'est pas ton post, c'est ton réseau. En fait, aujourd'hui, si tu montres, vous vous souvenez de la métaphore du sabot, bah, si tu montres le mauvais post si tu montres le bon post à la mauvaise audience, tu vas avoir l'impression que ton contenu est pas bon, alors que c'est juste que ton réseau est pas bien qualifié. Aujourd'hui, on a du réseau, c'est notre capital social, on le construit depuis la naissance, c'est un trésor. Surtout, beaucoup, beaucoup se lancent dans justement le freelancing, le soloprenariat. On a besoin de réseau. On D'accord. réussit pas tout seul. Et aujourd'hui, Refer te propose de synchroniser. C'est une application gratuite déjà, donc ça je trouve que ça va être un game changer dans notre façon de développer notre réseau, qui se plug à LinkedIn. Tu synchronises tes contacts LinkedIn. Tu sais pas qui tu as dans ton réseau. Moi, j'ai 30 000 personnes, autant te dire que je les connais pas. Je les connais pas tous. Tu vas synchroniser et en fait, ça te permet de faire des mises en relation et d'en recevoir et d'en donner. Donc en fait, c'est une façon aujourd'hui, on ne sait pas faire ça en France, le networking, activer son réseau. En fait, aujourd'hui, votre plus gros capital, c'est votre réseau. Le meilleur moyen d'aller chercher des clients, c'est votre réseau. Attirer et convertir, c'est le réseau. Le networking, le recrutement, c'est pareil. Il n'y a pas de meilleure façon de recruter que d'aller chercher un talent auprès de quelqu'un que tu connais. Donc, en te pluguant sur Refer, tu peux envoyer une requête à, je sais pas, 20 contacts LinkedIn d'affilée. Tu prends ton cercle proche et tu dis, bah, en ce moment, je recrute une content manager. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire le taf? Et en fait, tu laisses les autres prospecter pour toi. Tu n'as plus Ouais. rien à faire et tout le monde est content. C'est un win-win-win. C'est hyper intéressant, tu m'as complètement convaincue là. Dès qu'on a fini l'interview, je pense que je vais, je vais aller voir l'application. C'est Il va hyper me intéressant. raccrocher au nez. Je dois y aller, Caro. Hein. Non, Ciao, bye. non, mais c'est hyper intéressant et même le côté LinkedIn parce que c'est et le côté réseau est très intéressant aussi. Je le vois parce que j'ai eu plusieurs invités, on en a discuté, notamment pour les femmes, que les femmes ont plus de mal à se rendre compte de l'utilité du réseau et à aller à utiliser son réseau, à créer son réseau, à l'entretenir. Donc voilà, ça fait vraiment écho à ce que tu me dis. Écoute, je vois que l'heure tourne, ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais je le redis quand même, parce que je sais que toi aussi, tu es très occupée. Alors, on va passer aux petites questions de la fin. C'est des questions que je pose à toutes mes invitées. Donc, je précise que évidemment, tu ne les connais pas à l'avance, comme d'ailleurs les autres invités. Alors, ma première question, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au Monde et elle fait des portraits de femmes. Elle a même écrit un livre qui s'appelle Je ne serais pas arrivée là si. Et elle demande à chaque fois, en fait, aux personnes qu'elle interviewe de compléter cette phrase. Donc, je te pose la question, Caroline, je ne serais pas arrivée là si. Je te laisse compléter. J'avais été parfaite. Ok. Et ça, tu vois, on a toujours tendance j'adore cette phrase qui dit si c'est parfait quand tu te lances, c'est que c'est déjà trop tard. Et justement, on en parlait de LinkedIn, tout ça. N'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur. En fait, faites-le. Mieux vaut fait que pas fait. Ouais. Et qu'est-ce qui t'anime? Les gens, j'adore les rencontres, les vibrations, les émotions, les échanges. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? L'injustice et le mépris. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Ah ouais, il y en a plein même. Vas-y, tu peux faire du name dropping. Tu peux faire plusieurs noms. Allez, je peux faire du name dropping. Ouais. Alors, la première, moi, j'ai envie de dire, c'est Audrey Bouillet qui porte un superbe projet pour les femmes qui sont atteintes de cicatrices. Tu vois, justement, utiliser le personal branding, pas pour parler des énièmes mêmes sujets, mais pour mettre en avant des choses qu'on ne met pas en avant d'habitude. Et du coup, Audrey Bouillet, j'adore. J'ai envie de te parler aussi de Floriane du Lab de l'Endo. Je t'enverrai son profil. Donc, elle, en fait, elle parle pareil ouvertement d'endométriose et elle en parle en couple avec son mec Sylvain. Donc, je trouve qu'en plus, là, que c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sarah de Normanès, qui est une nana qui a lancé une marque familiale. Son père était pharmacien. Il a créé un petit remède un petit peu miracle. Et du coup, Sarah, elle le commercialise maintenant. C'est une histoire de reconversion que je trouve hyper inspirante. Et puis, Sarah, c'est quelqu'un qui a eu des gros problèmes de santé et qui a un cœur énorme. Et donc voilà, je pense que ce serait une invitée aussi inspirante. Et puis, bah, sinon, Nina Ramen, Nina, que j'ai eu plein de fois dans le podcast que tu as peut-être entendu sur le copywriting. Je pense elle fait plein de choses trop bien pour les femmes, notamment sur LinkedIn aussi. Enfin, moi, c'est une amie et c'est aussi une inspiration. Et tu vois, elle est susceptible de prendre la parole sur plein de thèmes comme bah, justement gérer la maternité quand tu es freelance.
Franchement, je trouve que c'est pas trop documenté. On parle des femmes entrepreneurs qui ont un enfant, mais freelancing, c'est encore autre chose. Merci beaucoup. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Caroline? Je pense une fille simple. Voilà, OK. la simplicité, c'est je pense, c'est mon mot préféré dans la vie. Parfois, c'est un peu dévoyé, on dit simple, c'est gentil, c'est bête, bah, peut-être, mais simple, c'est heureux. Ouais, je suis d'accord avec Voilà. toi, je partage complètement cette vision-là. Merci beaucoup Caroline et à tous les c'est surtout les auditrices, hein, on va pas se mentir. Foncez sur LinkedIn, écoutez bien ces conseils, je pense qu'il y a beaucoup de choses, intéressantes que tu as dit à ce sujet-là. Merci beaucoup Caroline. Merci à tous pour votre écoute, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!